Bonjour Wendy, bonjour à tous. J'ai demandé ce matin à une grande personnalité européenne d'être au micro d'Europe 1. Bonjour Enrico Letta et merci beaucoup pour votre présence. Vous avez été ministre des Affaires européennes, député européen et Premier ministre italien en 2013-2014. Vous êtes vice-président de Notre Europe, l'Institut de Jacques Delors, et doyen de l'École des Affaires internationales de Sciences Po. Hier matin, ce fut le choc en Europe après la victoire du Brexit. Angela Merkel a parlé d'un coup porté à l'Europe. François Hollande a regretté ce choix douloureux. Enrico Letta, quelle a été votre réaction au réveil? La première pensée a été pour Joe Cox. Parce que Oui, dans tout ça, on a même oublié ce qui s'est passé il y a une semaine. Le elle est fait morte deux que fois. elle est morte 2 fois, c'est ça. Ça a été terrible, je trouve. Et voilà, on est là. Maintenant, tout de suite, ça a été aussi de réfléchir sur le futur. Parce que, naturellement, ça change complètement la donne, ça change le panorama européen dans nos propres pays. Je pense que c'est un choix terrible, terrible. Ils ont choisi, et donc, naturellement, il faut respecter. Ça, c'est la démocratie. Est-ce que vous faites partie de ceux, après on va développer un peu, mais est-ce que vous faites partie de ceux qui disent on va s'en remettre ou est-ce que vous dites c'est grave? Non, non, c'est très grave. C'est grave parce que si on regarde la big picture, si on regarde les choses dans 20 ans, la seule façon pour les pays européens de regarder le reste du monde avec ses grandes puissances, la Chine, l'Inde, les États-Unis, on peut les regarder au même niveau si on est tous ensemble. Si on n'est pas tous ensemble, si chacun va pour soi, c'est très difficile d'imaginer un futur dans lequel on va être encore influent dans le monde. Mais Vous ça, c'est à savez, 20 ans, c'est à 20 ans. Là, assez vite, même si ça prend 2, 3 ans, la véritable sortie, on va être occupé uniquement ouais, des discussions avec la Grande-Bretagne et on va ça va s'occuper. être un divorce très compliqué en plus parce que c'est un divorce qui n'a pas de précédent, dans lequel les Britanniques sont partis du mauvais pas, de mon point de vue. J'ai écouté Boris Johnson qui disait, mais non, on a tout le temps pour le faire, on va discuter. On n'a pas de temps. Tout le monde, j'ai entendu Christine Lagarde qui disait, justement, les marchés ont besoin de certitude. Le monde a besoin de savoir comment vont être réglées des relations qui changent beaucoup, hein. Vous savez, ce sont des choses qui ne changent pas seulement la finance, ça change la vie concrète des personnes. Je vous fais un Mhm. petit exemple de chez nous, Sciences Po. Il y a un tas d'étudiants anglais, britanniques, grâce au marché unique. Ils paient la même prime des Français ou des Italiens, des Espagnols, c'est-à-dire ils paient très peu, alors que les Américains, les Chinois, ils paient beaucoup. Eh Mm. ben, les Donc ça va Anglais, pénaliser les étudiants. Ouais. ils vont payer comme les Américains, les Chinois dans le futur. Alors ça, c'est pour les Anglais, mais aussi tous les Français, les Italiens qui travaillent en Angleterre, ça va changer pour eux. Et puis ça va changer aussi au Royaume-Uni, qui devient un royaume désuni, avec l'Écosse et l'Irlande qui ont voté pour le maintien et l'Angleterre qui a voté contre. Ça fait aussi un vrai problème interne et une jeunesse qui aujourd'hui à 75% a voté pour le maintien. Donc un divorce avec la jeunesse d'un pays. Mais oui, parce qu'il y a eu clairement un clivage générationnel. Ceux qui ne sont plus jeunes ont voulu imaginer de reprendre la grandeur du passé. L'Empire britannique. Voilà, l'Empire, et ils ont pensé de le faire comme ça, alors que, puisque le monde a changé, c'est pas en retournant en arrière, c'est pas en reprenant le contrôle de vos frontières que vous êtes en condition de mener des solutions, de trouver des solutions à des menaces qui sont globales. La sécurité aujourd'hui, c'est un problème global, mais aussi la question des migrations, qui a été une des grandes questions de la campagne électorale du Oui, et référendum. Mais qui a c'est un déclenché des haines, de la peur. Vous parliez de Boris Johnson tout à l'heure, qui a alimenté beaucoup ce courant pro-Brexit, disant qu'Obama était à moitié kényan, disant que le projet européen, c'était quasiment Napoléon et Hitler. Enfin, il y a eu un vrai délire. Oui, c'est ça, et ça doit nous faire réfléchir aussi sur l'état de nos démocraties, parce que en vérité, c'est pas moins délirant de ce que Trump normalement dit, mais ils prennent des votes. Alors là, il faut réellement réfléchir sur le fait que on est dans des situations de société dans lesquelles la haine et donc les clivages, les inégalités sont en train de creuser des gaps sur lesquels il faut travailler, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le fait que Trump puisse être le président des États-Unis
Boris Johnson, le Premier ministre Mhm. de Grande-Bretagne qui est hors de l'Europe, bon, ça change la donne pour nous tous. D'abord, l'élargissement à tout va, c'était fondamentalement une erreur. Une Europe à 28, c'est pas gérable. Est-ce qu'on aurait dû faire, je parlais de Jacques Delors à l'instant, de la fédération d'États-nations qu'il souhaitait. Il fallait faire une Europe plus petite, il fallait rester Je pense dans qu'à la l'Europe de fin, l'euro. mais naturellement ça ne change rien d'en parler aujourd'hui, mais à la fin, ils avaient raison, je pense, Mitterrand et Delors, quand les deux, tout de suite après la chute du mur de Berlin, parlaient d'une confédération, c'est-à-dire à la fin d'une Europe à deux cercles, qu'il fallait faire tout de suite. Une Europe large, avec tout le monde dedans, et puis une Europe plus étroite, plus forte, un noyau dur des pays qui sont à la fin les pays de l'euro. On n'a pas fait ça. Et à la fin, on regrette de ne pas l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, on se trouve à une Europe à 27 avec un tas de problèmes à l'intérieur parce que nous n'oublions pas le fait qu'avec les pays d'Europe centrale et orientale, on n'a pas parlé le même langage pendant les derniers mois. Mhm. On a parlé des langages complètement différents. Les murs, Orban et tout ça, donc on va avoir des problèmes. Voilà que je dis, c'est le moment ou maintenant ou jamais Mm. pour une grande initiative que la France, l'Allemagne, l'Italie aussi naturellement, doivent mener. C'est pour ça que je porte un grand espoir aux réunions qu'il va y avoir dans les prochaines heures. Début de la semaine, oui. Avant de venir justement aux solutions et aux pistes, vous craignez la contagion en domino, comme on l'a dit beaucoup, le Nexit, le Frexit. Vous avez vu tous les partis souverainistes qui se félicitent, Marine Le Pen qui dit c'est un jour de joie. En vérité, je le crains moins de ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que ça peut être pour le Danemark et la Suède, ce sont les deux pays européens les plus proches de la Grande-Bretagne, mais pour les autres, pour les pays de Pour les l'euro, Pays-Bas. bah, Mm. franchement, je Mm. trouve très difficile. Retourner à sa propre monnaie nationale, ça veut dire s'obliger à une situation dans laquelle vous êtes sans défense, dans un monde plein de troubles. C'est pour ça que personne n'a pris au sérieux aujourd'hui le leader de la Lega Nord en Italie, Salvini, qui l'a dit Oui. il faut sortir de l'euro. Et tout le monde a dit pour rentrer où chez la Lira. Et tout le monde s'est mis à rigoler naturellement. Reprise de la conversation avec Enrico Letta, ancien Premier ministre italien, doyen de l'École internationale de Sciences Po, vice-président de l'Institut Jacques Delors et grand européen, s'il en est, qui réfléchit sur tous ces problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Enrico Letta? Tous ceux qui plaident pour, au contraire, plus d'intégration, plus de fédéralisme, vous croyez vraiment qu'ils vont être entendus? Je commence à vous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, d'accord, Alors, il faut allez-y. absolument éviter de faire ce qu'on était en train de faire. Et on était en train de se dire tous, il y a les élections françaises, il y a les élections allemandes, Mhm. les prochains 16 mois, il faut rien toucher. Alors ça, ce serait vraiment la mort de l'Europe. Et ça, déjà, décider de ne pas faire ça, disons de ne pas attendre les deux élections françaises et allemandes, ce serait déjà quelque chose. Donc, C'est-à-dire, y compris de faire entrer dans les campagnes électorales en France et en Allemagne le sujet européen. c'est-à-dire qu'il faut tout de suite donner une réponse. Vous savez, demain, dimanche, en Espagne, on vote. Mhm. Et l'Espagne, depuis 6 mois, n'a pas de gouvernement. Et demain, on va voir si au moins il va y avoir un gouvernement. La chose est très sérieuse. Donc moi je dis, il faut tout de suite une réponse. Je ne pense pas que la réponse doit être du business as usual. Il ne faut pas faire comme si rien ne s'était passé. Il est clair que les citoyens disent, dans beaucoup de pays européens, que les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Donc, moi je pense qu'il faudrait une initiative dans laquelle le premier point est le changement de la direction. C'est plus les institutions le centre, mais c'est les citoyens le centre. C'est-à-dire Alors, il y une a démocratie plus grande en Europe. absolument, Et il y ça a se traduit comment? par des missions sur les sujets qui aujourd'hui épouvantent les citoyens ou qui préoccupent les citoyens. Il y en a trois qui sont les plus le chômage des jeunes, Mhm. la migration incontrôlée et la sécurité dans nos pays. Alors je dis par exemple trois sujets, trois propositions très concrètes. La première, chômage des jeunes. On met, on met 1 million de jeunes à l'apprentissage dans un autre pays avec cet Erasmus Pro. C'est une proposition qui a été lancée, c'est une très belle idée, c'est celle d'éviter que les jeunes qui terminent leurs études commencent à envoyer des CV, à passer leur journée sans rien savoir que faire. Alors,
on leur donne la possibilité de faire un stage dans un autre pays, un apprentissage, dans lequel ils apprennent un travail, une langue, ils rentrent et ils ont évité ce no man's land entre la fin des études et le travail. Deuxième, l'émigration, il faut faire un corps de garde frontalière européen, parce que sinon on va continuer comme aujourd'hui à se méfier les uns des autres, à penser que les Grecs ou les Italiens ne contrôlent pas leurs frontières. Ça va donner la protection. Le troisième, l'FBI européen. Ça veut dire recréer des frontières extérieures réelles, véritables. Et ça veut dire à la frontière extérieure de l'Europe doit être sécurisée. C'est la seule façon de rendre possible de ne pas avoir de frontières à l'intérieur. Et naturellement, pour le faire, il faut un corps de police frontalière commun, pas seulement délégué à chaque État de gérer sa propre frontière, parce que sinon on se méfie les uns avec les autres. Et naturellement, avec ça, avoir une politique sur l'immigration, avec des quotas, avec des modalités d'accueil qui rendent les gens plus confiants, sûrs du fait que la situation est sous contrôle. Elle n'est pas hors contrôle. Et la question de sécurité, très simplement, il faut un FBI européen. On ne peut pas faire comme il s'est passé entre Paris et Bruxelles, entre novembre et mars. Les terroristes ont passé d'un côté à l'autre parce qu'il n'y avait pas de rencontre d'informations entre les services. Il faut un service européen. Alors là, je dis, ce sont des initiatives de plus d'Europe, mais avec des missions. Et d'un autre côté, il faut faire un travail sur la bureaucratie bruxelloise. Il faut faire baisser le taux de bureaucratie. Il faut que les gens voient qu'il y ait des changements en positif sur ce côté-là. Alors j'ai envie de vous dire deux choses. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait pratiquement si les États ne se mettent pas d'accord, d'une part. Et deuxièmement, sur la démocratie, comment est-ce qu'on rend plus démocratique un système où il n'y a pas de gouvernement économique européen, où il n'y a pas de parlement de l'euro comment fait-on? Bon, d'un certain point de vue, la sortie de la Grande-Bretagne est un aide à la solution. Je le dis, ex malo bonum. Parce que dans le côté contrôle démocratique de l'euro, par exemple, le grand problème était le fait que le Parlement européen ne pouvait pas être le contrôle démocratique de l'euro parce qu'il y avait la Grande-Bretagne dedans. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne n'est plus là, donc... Elle y est encore pour 2 ans. Enfin, oui, elle va sortir. Donc on peut dire que dès aujourd'hui, le Parlement européen va être l'accountability démocratique de l'euro. Et ça change complètement la donne, parce qu'on n'avait pas de ça. Donc ça, c'était un pas en avant. Mais si vous me demandez quel est mon rêve, moi, je n'ai pas de doute. Il faut l'élection directe du président de la Commission européenne. Il faut qu'on puisse voter dans tous les pays européens. Il faut que moi, je puisse, citoyen italien, décider s'il y a un Français, un Allemand, un Grec que je veux supporter, que je veux voter, et on le vote. Et alors, puisque je le vote, je partage son idée, donc je me sens associé. Ce que manque toujours aujourd'hui, c'est le fait qu'on voit, il y a une différence entre les leaders nationaux qui parlent votre même langue et les leaders européens qui parlent avec des conférences de presse. Les deux choses sont complètement différentes. On parlait de la crise migratoire tout à l'heure. Vous pensez que Angela Merkel a été une des responsables de l'emballement anti-Europe, notamment de la Grande-Bretagne qui a eu tellement peur de cette crise migratoire? Est-ce que vous pensez que cette affaire migratoire a été mal gérée? L'affaire migratoire a été mal gérée. Moi, je me rappelle, quand j'étais Premier ministre, il y a eu le Lampedusa, la première tragédie. Et je me rappelle qu'on avait posé la question au niveau européen. La réponse à un Conseil européen, la réponse tout de suite après avait été celle de dire « Bon, oui, on vous comprend très bien, vous les Italiens, mais c'est un problème italien ». Et alors, moi j'avais lancé Mare Nostrum, c'est-à-dire une initiative militaire ou militaire pour sauver des vies. Et on l'avait fait avec notre argent, avec notre marine militaire, tout seul. Dès que la question est arrivée aux frontières de l'Allemagne, la question est devenue européenne. Alors là, je pense que c'est un problème. Parce que la question était européenne même avant. Et peut-être là, il y a eu un manque de coordination entre les pays. L'Allemagne n'a pas associé les autres. Mais il est clair aussi que c'est un grand sujet général. Et on a manqué de solidarité vers l'Allemagne. L'Allemagne a manqué
coordonner, de se Mhm. coordonner avec les autres, et Bruxelles n'a pas eu de leadership. Les trois choses ensemble font en sorte que ce sujet a été un sujet sur lequel on a échoué, naturellement. Vous parliez tout à l'heure de problèmes économiques concernant les jeunes et de la crise de la jeunesse. Il y a aussi un problème général de croissance et d'emploi en Europe. Comment est-ce qu'on relance les investissements? Quelle action il faudrait faire? Quelle initiative on pourrait prendre? Ben, je pense la chose la principale aujourd'hui est de transformer le fonds, comment, le ESM, donc le fonds Mhm. pour sauver les États. Oui. Il ne faut pas que ce soit seulement des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, c'est des sapeurs-pompiers. C'est-à-dire, il intervient quand la maison brûle ou Mm. la maison a déjà brûlé. Mais quand vous faites ça, vous dépensez beaucoup plus d'argent. Il faut que ce fonds intervienne quand on voit de la fumée potentielle. Alors là, on peut aider les investissements, on peut surtout travailler contre les inégalités. Vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui, le grand problème européen, c'est qu'on est en train de voir des inégalités qui montent et les gens, en voyant les inégalités qui sont plus visibles que dans le passé grâce aux réseaux sociaux, à l'information, les gens se disent qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, tout ce qui vient de l'establishment, tout ce qui vient Oui, des élites, bon, tout est refusé c'est ce automatiquement. qu'on a dit, la fameuse coupure entre les populations et les élites. Les élites étant pro-européennes et donc rejetées comme facteur aussi d'inégalité. C'est pour ça que je pense que travailler sur les inégalités aujourd'hui est peut-être le grand but. Je voudrais une Europe qui protège. Non pas protectionniste, mais une Europe qui protège. Donc une Europe qui mette de la chaleur. Non pas une Europe seulement froide qui dit Mm. aux gens qui perdent leur travail, bon, c'est la globalisation, sorry. C'est pas ça. Il faut protéger les gens dans des changements qui sont de grandes transformations globales. Quand vous dites je voudrais, vous l'espérez, vous faites que lancer comme ça un appel, ou bien vous pensez que les chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui peuvent réussir? Je ne sais pas, vous savez, ma voix est très faible aujourd'hui. Moi, j'ai décidé de laisser le Parlement italien après 16 ans parce que je me suis dit que c'est fini le temps des politiciens professionnels pour toute leur vie. Et donc, je parle en tant qu'homme libre, européen convaincu. J'espère que ma voix puisse servir à quelque chose. Enrico Letta, merci infiniment d'être venu ce matin, et je vous rends à Sciences Po et à vos activités européennes. Merci à vous. Merci de cette invitation.